I'm gonna be in front of YouTube videos. What? Give me what? Hey, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Foulani. C'est ma première vidéo et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici on va raconter sa petite vie. Non, plus sérieusement, alors moi, mon truc, ce serait de parler de plein de sujets d'actualité, de sujets aussi que je trouve qui ne sont pas forcément exploités ou où j'ai une certaine affinité avec et qui m'intéressent ou qui me scandalisent. Voilà, à des moments, je pense que vous allez me voir dans les vidéos qui vont venir assez engagée. Ne paniquez pas, tout va bien, ça va bien se passer. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo va se tourner vers les blédards. Pourquoi les blédards voient l'Europe comme un Eldorado? Je sais que pour certains, le mot blédard, il peut être grave choquant. Genre en mode c'est super péjoratif. Ça l'est. Et moi, je suis pour la réappropriation linguistique, comme Tupac l'avait fait une fois lors d'une de ses interviews. Il expliquait la différence entre nigger et nigger. Je vais vous mettre le passage parce que j'ai aimé, ça m'a plu. Well, you got niggas in one of your records. Niggas. He's talking about niggers. Niggers was the ones on the rope hanging out the thing. Niggas is the ones with gold ropes hanging out at club. Ils vous traitent ainsi, c'est le mot qu'ils utilisent pour vous insulter. Ben, reprenez-le et vous en faites quelque chose de stylé, de lourd et vous en êtes même fier. Ben, comme le mouvement littéraire de la négritude avec Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, ne serait-ce que pour citer que, ils avaient utilisé le mot nègre qui est censé nous insulter. Ils l'ont réutilisé, se l'ont réapproprié pour en faire un des courants littéraires les plus forts et les plus engagés du XXe siècle. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo par rapport à la négritude parce qu'il y a une femme là qu'on oublie dans ce... Bref, mon intro, elle est trop longue. On fera la vidéo. Du coup, à la base, le mot blédard, le radical du mot, c'est bled. Bled, ça vient de l'arabe, qui veut dire pays. Donc, qui vient du pays. Mais en fait, la connotation péjorative, elle vient du art derrière. À chaque fois qu'il y a le suffixe art derrière un mot, c'est pour en faire quelque chose de mauvais, de pas forcément, voilà, bon, c'est pas glamour quoi. Donc c'est pour ça que pour certains, ça peut être considéré vraiment comme péjoratif. Mais comme je vous l'ai dit, je suis pour la réappropriation linguistique. On va l'utiliser. C'est comme ça qu'ils nous insultent. Enfin, qu'ils les insultent parce que en soi, je suis pas une blédarde, je suis née ici, mais je me sens malgré tout concernée. Et ben on va faire quelque chose de cool. Le titre de ma vidéo, c'est pourquoi les blédards voient l'Europe comme un Eldorado. J'ai vraiment me concentrer sur le continent africain parce que c'est ce que je connais le mieux. Et en général, on traite de blédards les Africains, que ce soit les Maghrébins ou les Subsahariens. C'est eux qu'on va traiter de blédards. Des immigrés indiens, par exemple, on va pas forcément les traiter de blédards. C'est vraiment l'Africain qu'on va traiter de blédard. Arriver en Europe et espérer une meilleure vie, des milliers de femmes, d'hommes et avec leurs enfants parfois risquent leur vie pour pouvoir arriver jusqu'en Europe. Donc traversent des déserts, vont se hisser sur des barbelés pour pouvoir franchir des murs, vont prendre des bateaux surchargés, surpeuplés, qui sont même pas habilités pour pouvoir traverser la Méditerranée. Ils vont le faire. Tout ça parce que dans leur esprit, dans leur imaginaire, c'est l'Europe, c'est la libération, c'est la liberté et c'est l'espoir d'avoir un avenir meilleur. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vrai? La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi ils ont cette image de l'Europe? D'où est-ce que ça vient? Et je vais découper
Désolée, j'ai fait un bac L, du coup, moi, c'est en mode dissertation. Du coup, il y a la thèse et l'antithèse. Donc, oui, ils voient l'Europe comme un Eldorado et non, ils ne voient pas l'Europe comme un Eldorado. Donc, on va commencer avec la première partie. Ils vont voir l'Europe comme un Eldorado. La première raison pour moi, c'est grâce au soft power européen. Moi, par exemple, quand je retourne au Sénégal, déjà, il y a les chaînes. Les premières chaînes, c'est des chaînes françaises. Donc, il y aura TF1, tout ça. Et du coup, le soft power européen, il s'exerce sur eux. Donc, soft power, c'est le fait par la culture, les médias, d'avoir une emprise psychologique, on va dire, dans l'imaginaire des gens d'un pays ou d'une région sur un autre pays ou sur une autre région. Le soft power qui s'exerce le plus, c'est le soft power américain. Donc le fait que par exemple à travers leurs films ils inspirent, à travers leur musique, donc tout ce qui est par rapport à la culture. Les blédards vont avoir l'image en tête des beaux quartiers. Par exemple la France, directement c'est connoté à Paris. Paris c'est les beaux quartiers, Paris c'est la Tour Eiffel, Paris c'est la baguette, Paris c'est les belles rues, c'est vraiment la beauté, le luxe, voilà, c'est les Champs-Élysées, c'est beaucoup d'images qu'ils ont en tête et qui se disent mais donc la France c'est ça. Et dans leur esprit, tout le monde vit de cette manière. Donc déjà, pour moi c'est une des premières raisons pourquoi ils voient ça comme un Eldorado, puisqu'ils se disent que tout le monde vit de cette manière-là. Donc moi quand je vais arriver là-bas, automatiquement je vais avoir le même niveau de vie, je vais faire partie de la même catégorie socio-professionnelle, ça va être très trop bien là-bas. Et justement, pour moi aussi, il y a une autre raison et qui, elle, est de la faute, entre guillemets, de la diaspora. Donc la diaspora, par exemple, moi je fais partie de la diaspora africaine, c'est-à-dire qu'en gros, ce sont ceux qui ont immigré, qui ont quitté le pays et qui vivent dans un autre endroit que leur pays d'origine. Donc moi je fais partie de la diaspora, donc ça veut dire que par exemple lorsque moi ou toutes les personnes qui font partie des diasporas africaines reviennent au pays, mais il faut voir, pardon, mais là c'est clairement tiré sur nous parce qu'il y a, comment dire, ça peut être critiquable ce que je dis, hein. On peut vraiment en discuter et justement aussi je vais contrecarrer mon propre argument juste après. Mais lorsque toute l'année on trime, c'est pas tout le monde qui a un niveau de vie exceptionnel en France. Toute l'année on trime, on est là, on économise, on vit pas dans des palaces, tout ça. Mais quand on arrive au bled, on fait les rois. Moi pardon, hein, je le vois surtout avec les mamans qui reviennent avec leurs grands basans, qui viennent avec leurs grandes chaînes, leurs gros or partout. Et ils viennent exposer ça en Afrique. Mais dans leur tête, automatiquement, ils vont dire, mais elle est noire comme moi. On a le même niveau d'études ou autre. On a la même culture de base. Pourquoi elle a ça et moi, je pourrais pas avoir? Allez, je quitte là, je vais en France. C'est tout. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je comprends. Après, est-ce qu'on doit se brider pour pas donner cette image-là aux gens du pays? Parce que justement, certes, ici, on n'a pas forcément pour tout le monde un niveau de vie élevé, mais là-bas, notre pouvoir d'achat, il est décuplé. Donc, c'est-à-dire que pour nous, aller dans des gros hôtels, aller dans les plages privées, faire plein d'activités, c'est pas un truc de fou. C'est comme faire des activités banales à Paris, et là-bas, ça va pas nous revenir assez cher que ça. Surtout que nous, on aura mis un peu de côté avant. Donc ça veut dire même des sorties ou des activités qui vont peut-être coûter un peu cher là-bas. Et vu qu'on aura mis de côté, on pourra se permettre. Alors que eux là-bas, c'est dans leur pays. Ils ne peuvent pas se permettre de faire de telles activités parce que c'est pas dans leur revenu. C'est pas dans leur revenu, ils peuvent pas, ils y arriveront pas, même si ils font des efforts, ils se mettent de côté. Ils ont d'autres chats à fouetter. Que de venir faire, je sais pas, d'aller faire du quad ou d'aller faire un truc.
Ils doivent subvenir déjà aux besoins de leur famille. Ils sont en train d'hésiter entre rester ici ou partir là-bas. Tu vois, ils ont le temps de penser à aller faire du quad. Non, ils n'ont pas le temps de ça. Nos cousins, notre famille, les gens un peu plus éloignés de nous, les personnes qu'on aura rencontrées quand on sera rentré au pays, et ben ils nous suivent sur les réseaux sociaux. Voilà, ils voient tout ce qu'on fait, nos statuts, ils voient nos publications. Ça veut dire que, par exemple, quand nous on se dit « Ah, les influenceurs, tout ça, non, c'est pas la vraie vie, soyez pas dupes. » Bah, en fait, c'est la même chose pour nous quand on voit sur les réseaux sociaux. Tout le monde montre sa meilleure vie. Donc ça veut dire que eux, lorsqu'ils voient ça, ils se disent « Ouais, mais c'est trop bien, pardon, moi, il faut que moi, si je veux ça. Je veux ça. » Et tu peux pas leur en vouloir de vouloir dire « Ouais, je veux ça. » En plus de ça, là, par exemple, moi, je parle de, voilà, juste de vivre de manière plus aisée. Mais dans certains pays africains, ils n'essayent même pas de chercher un meilleur confort de vie. Ils veulent juste vivre. Parce que là-bas, chez eux, c'est la guerre. C'est la guerre, ils veulent juste être des réfugiés politiques. Il y en a, ils ont des arrêts de mort au-dessus de leur tête. Ils veulent juste quitter leur pays pour pouvoir vivre. Ils ne cherchent même pas l'argent, ils s'en foutent. Ils veulent juste sauver leur vie. Donc, comment tu veux leur en vouloir de vouloir venir ici par la suite? Donc, on va passer à la deuxième partie. C'est pas forcément tout le monde qui veut venir en Europe et qui considère l'Europe comme un Eldorado. Chez les jeunes de la nouvelle génération, il y a, j'ai l'impression, et c'est pas l'impression parce que j'ai eu l'opportunité de parler avec beaucoup de gens de mon pays d'origine, qui me font comprendre que, au final, venir en France, c'est pas un but dans leur vie. Ou même, il y en a certains qui disent, ouais, je peux peut-être faire mes études en France, mais moi, je veux participer au développement de mon pays. Et ça, cette conscience, cet éveil, il est ouf. Il est ouf dans le sens où, par exemple, moi, je suis sénégalaise, il y a une très grande université, Cheikh Anta Diop. Celle-ci, elle est vraiment reconnue. Et ceux qui y entrent, ils peuvent prétendre à avoir de bons postes. Ils peuvent prétendre à avoir une bonne vie et participer au développement du pays. Et quand tu parles à des jeunes, moi je me rappelle, j'avais parlé à une fille qui était en terminale, je lui dis ouais, du coup l'année prochaine tu fais quoi? Elle dit oui, je vais à l'université là. Et je lui ai demandé, du coup tu voudrais venir en France? Elle me dit mais pourquoi faire? Il y a tout ici. Il y a encore des choses à développer, il y a encore des trucs à faire, mais justement, si on part tous, on va pas pouvoir les développer. Et en fait, c'est un peu entre guillemets cet esprit de développement et cet esprit limite, pas de sacrifice, mais de se dire, si on part, et les générations d'après vont faire comment? Et j'ai trop aimé, ça me plaît de fou, parce que ils peuvent le faire. Ils sont pas obligés d'attendre toujours après l'Europe ou autre. Ils peuvent y arriver. Certes, ça va être plus compliqué, ça va être plus dur. En plus de ça, faut pas oublier une chose. Certes, là, je dis ça, mais la fille avec qui je parlais venait d'une famille aisée. Elle venait d'une famille aisée, donc ils pouvaient lui payer ses frais de scolarité, sa chambre, sa nourriture, et qu'elle n'avait pas forcément besoin de se dire « Ah, je dois faire tel ou tel travail, je dois faire telle ou telle chose. » Alors que pour la plupart, c'est pas le cas. Ils n'ont pas forcément un niveau de vie exceptionnel qui leur permette de dire je peux faire des études. Parce que en général, on va attendre de quoi? Qu'ils travaillent pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Tout simplement. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Un autre point du pourquoi ils ne voient pas forcément l'Europe comme un Eldorado et pourquoi ils ne veulent pas forcément y aller, c'est vraiment rattaché au premier point que j'ai dit, c'est cette expansion du panafricanisme. Donc le fait de rester en Afrique, de faire les choses pour les Africains, de développer l'Afrique vraiment dans son entièreté et d'être plus unis et un peu se détacher de l'Europe et de vraiment agir pour soi. Et il y en a énormément de la nouvelle génération qui réfléchissent comme ça. Et il y en a aussi beaucoup de la diaspora qui ne sont pas forcément nés ici en Afrique, qui ne sont pas forcément nés en Afrique, qui sont nés ici et qui ont quand même eu, grâce à leurs parents, une attache culturelle à leur pays. Et il y en a beaucoup qui retournent au pays faire des entreprises, qui ont des projets là-bas, qui veulent aider au développement. Un jour, j'étais dans ma ville, au Grec, mais c'était genre une discussion, je suis tombée dessus. Je faisais pas partie de la discussion, juste j'entendais le mec du Grec, il parle avec un des clients. Il dit ouais, ça fait longtemps et tout, ça dit quoi et tout. Il lui dit ouais, je rentre au pays. Et il lui dit tu rentres au pays pour faire quoi?
Il lui dit ouais, je retourne au pays pour pouvoir aider au développement. J'ai un projet là-bas. J'avais pas tout écouté, mais en tout cas son billet était pris. Son billet était pris. Il allait là-bas, il avait son projet, il a dit j'y vais. Qu'il avait des sous de côté, qu'il avait déjà les murs, tout ça, et qu'il allait là-bas et qu'il allait le faire. Et j'ai trouvé ça ouf. J'ai trouvé ça ouf. En conclusion, on peut dire que oui, les blédards voient l'Europe comme un Eldorado. Malheureusement, pour beaucoup, c'est pas toutes les infrastructures qui sont présentes en Afrique. Malheureusement, il y a de la corruption dans beaucoup de pays, pas qu'en Afrique, mais la corruption fait que aussi le développement économique n'est pas forcément optimum. Ouais, donc j'ai dit les infrastructures, au niveau de la politique. Voilà, c'est pour beaucoup que c'est vraiment, vraiment corrompu. Et ça, c'est, je crois, une des choses les plus regrettables qu'on peut avoir dans nos pays. Et donc, ces gens-là vont faire en sorte de pouvoir avoir une meilleure vie. Avoir une meilleure vie pour eux, mais avoir une meilleure vie aussi pour ceux qui sont restés là-bas. Comme nous, nos parents, comme moi, mes parents. Ils vivent pour eux, mais pas que pour eux. Ils doivent envoyer une ration tous les mois au pays. Et c'est pour ça que lorsqu'ils reviennent là-bas, dans un sens, ils peuvent pas revenir comme des pauvres ou des gens qui n'ont pas réussi parce que ils ont cette pression-là de se dire je peux pas être parti autant de temps, avoir quitté mon pays, ma culture, mon langage, ma famille et être revenu bredouille. Ils peuvent pas se dire, c'est comme si c'était une défaite, ils avaient perdu. Donc c'est pour ça qu'ils vont mettre de côté. C'est pour ça qu'ils vont faire en sorte de se serrer la ceinture ici pour que lorsqu'ils reviennent là-bas, c'est juste l'image qu'ils souhaitent donner. Voilà, parce que quand ils arrivent là-bas, ils doivent donner un tel, ils doivent donner un tel est malade, il doit l'aider, un tel a besoin de ça, il doit l'aider, un tel, il va envoyer sa fille à l'école, il faut l'aider. Donc en fait, il faut aider tout le monde, mais personne ne vous aide, tu vois. Donc voilà, donc il y a cette image, il y a aussi ce sentiment de faut pas que je montre que j'ai échoué. Il faut que je montre que j'ai réussi et que mon départ n'a pas été vain. Parce qu'il y en a, ça fait plus de 50 ans qu'ils sont en France et on va dire ils n'ont pas bougé de catégorie sociale. Ils n'ont pas pu monter de catégorie. Ils sont restés au même endroit où ils sont arrivés. Est-ce que c'est vraiment un échec ou pas? Ça, vous en décidez. Mais voilà, donc pour beaucoup, malheureusement, ils n'ont pas pu développer des trucs ou pouvoir acheter ou pouvoir faire ces choses-là. Mais parce que malheureusement, il y avait tout l'argent qu'ils auraient pu garder pour pouvoir lancer un commerce ou acheter une maison. Et bien, ils ont dû l'envoyer au pays. Parce que en Afrique, généralement, il y a cette culture de la famille qui est très, très présente. Et on ne peut pas y déroger, entre guillemets. Mais malgré tout, on a toujours ces Africains de la nouvelle génération qui veulent se la donner pour pouvoir développer leur pays. Et ça, je les booste à fond. Donc voilà, bon, je ne sais pas si la vidéo, elle est trop longue. Là, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Donc voilà, c'était ma première vidéo. Franchement, les commentaires... moi, en fait, c'est que, comment dire... moi mes vidéos, je vais pas venir comme la meuf, ouais je sais tout, je vous avance ça. Non. En commentaire, venez discuter, donnez vos points de vue. Je veux que ce soit un espace safe et de débat. Tous ceux qui veulent insulter, tous ceux qui veulent être vulgaires, c'est pas ici s'il vous plaît. C'est pas ici. Voilà, il y aura peut-être des gens qui voudront vraiment partager leurs pensées et leurs points de vue. Donc que ça se fasse juste dans le respect et dans la joie et dans la bonne humeur. Et puis voilà. Donc moi c'est Foulani. Suivez-moi sur Instagram. I am Foulani-du-bas. Et puis voilà. Abonnez-vous. Petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et j'arriverai avec d'autres vidéos parce que j'ai plein de choses à dire. Stay tuned guys.